Ok, donc moi je vais finir la matinée avec donc une présentation sur la biologie moléculaire des sarcomes. Il y a énormément de choses qui ont déjà été dites par Sophie, donc ça va nous permettre d'aller plus rapidement sur certains aspects. L'idée du topo, c'est pas du tout de vous expliquer toute la biologie moléculaire des sarcomes, parce qu'au quotidien, finalement, vous n'en aurez pas forcément besoin, vous, en tant que clinicien, mais c'est de comprendre comment cette discipline s'est vraiment intégrée de façon vraiment entière au diagnostic, à la prise en charge diagnostique des sarcomes. Je pense que ça a été très bien explicité par Sophie, et comment on l'utilise aussi de plus en plus sur le plan thérapeutique. Donc ça sert énormément aux pathologistes, mais ça sert aussi de plus en plus aux oncologues. Et donc, je vais essayer de vous donner quelques exemples par rapport aux oncologues et aux chirurgiens. Et donc, je vais essayer de vous donner quelques exemples par rapport à ça. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est que la biologie moléculaire, qu'on sache de quoi on parle. Donc, initialement, la biologie moléculaire, c'était une discipline scientifique. C'était du domaine de la recherche. Ce n'était pas du tout quelque chose qui était intégré dans le soin. Et donc, c'était une discipline scientifique, donc liée au croisement de la génétique, de la biochimie et de la physique. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Mais l'objectif, c'est quand même de comprendre comment la cellule fonctionne au niveau moléculaire. Et puis, par du coup, extension, maintenant, la biologie moléculaire, dans le cadre du soin, ça se réfère à l'ensemble des techniques pour lesquelles on va aller manipuler les acides nucléiques, donc essentiellement l'ADN et l'ARN. Et donc, c'est aussi rattaché aux techniques de génie génétique. Mais donc, pour nous, ça va être tous les tests qu'on va être amené à faire, essentiellement dans le cadre du diagnostic, qui vont se baser sur l'étude qualitative et quantitative des acides nucléiques, donc ADN, donc ça c'est tous les gènes qu'il y a dans les cellules, et les ARN qui sont les gènes exprimés. Alors, juste pour vous montrer un petit peu comment les choses ont évolué au fur et à mesure du temps, le début de la biologie moléculaire dans les sarcomes, c'est les années 80, où on commence à être capable de faire des techniques de karyotype, donc c'est-à-dire qu'on prend des cellules, on les met en culture et puis on regarde un petit peu l'aspect des chromosomes. Et ça conduit finalement à l'identification des premières translocations dans les sarcomes. Là, on est au début des années 80, donc les translocations dans les rhabdomyosarcomes alvéolaires, les translocations dans les sarcomes des Ewing, et on les identifie par cette technique de cytogénétique qui était à l'époque extrêmement laborieuse. Il fallait avoir du matériel frais, le mettre en culture, enfin, c'est des techniques qui étaient complexes. Et surtout qui étaient peu précises. On était capable de voir des cassures dans des chromosomes, mais on ne connaissait pas quels étaient les gènes qui étaient impliqués, on ne connaissait pas les conséquences de ces cassures. Mais c'était quand même les premières techniques pour diagnostiquer des translocations. Ça, c'est les années 80. Dans les années 90, il y a le développement, il commence à y avoir le développement de nouvelles techniques, et en particulier, on commence à utiliser des techniques de caractérisation des points de cassure au niveau génomique. Et puis, c'est le début de la fiche, donc vraiment les techniques d'hybridation in situ. Et ça nous permet plusieurs choses. La première chose, c'est de commencer à caractériser les gènes de fusion qui sont associés aux translocations. Donc là, on est quand même 10 ans après l'identification des premières translocs, mais on commence à voir que ces translocs, elles mènent à l'expression de gènes de fusion. Donc typiquement WS-FLI dans le sarcome des Ewing, c'est 92, c'est découverte par Olivier Delattre sur ces tumeurs-là. Et puis les amplifications de MDM2 dans les liposarcomes, grâce aussi aux techniques de fiche. On se met à voir qu'il y a des anomalies au niveau du chromosome 12 dans ces tumeurs. Et donc ça, on est finalement dans les années 90. À partir des années 2000, c'est le début du séquençage. Et là, les choses commencent vraiment à évoluer. On commence à être de plus en plus précis dans la façon dont on va caractériser les anomalies moléculaires. Et donc, initialement, on avait trouvé des gros réarrangements, des translocations, des amplifications. On se met à identifier les mutations dans les années 2000 grâce au séquençage. Donc, typiquement, les mutations de KIT dans les GIS, c'est le début c'est 98, les premiers séquençages de KIT dans les GIS. Les mutations SMARCB1 dans les tumeurs rhabdoïdes, et puis l'identification des mutations β4 dans les desmoïdes. Tout ça, c'est l'avènement du Sanger sequencing, où on va être capable du coup de mapper ces anomalies moléculaires avec des sous-types de maladies particuliers. Et puis, finalement, depuis les années 2000, c'est la révolution du séquençage qu'on appelle nouvelle génération. Donc, c'est ces approches qui vont permettre de séquencer à haut débit, de façon extrêmement large, l'ensemble de l'ADN ou l'ensemble de l'ARN. Et donc là, on est face à l'explosion du nombre d'anomalies moléculaires. Ça, c'est juste une revue qui vous montre le nombre de translocations identifiées dans les cancers.
dans les années 80 et puis dans les années 2000. Et vous voyez que 2010, c'est le début du séquençage nouvelle génération. Le nombre on se met à identifier énormément de choses, énormément de données. Et comme disait Sophie tout à l'heure, il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait une nouvelle translocation qui soit décrite. Alors, on arrive un peu au bout, je pense, parce qu'on a à peu près séquencé tout ce qu'on pouvait. Mais en tout cas, voilà, cette explosion d'anomalies moléculaires qu'on va identifier grâce aux techniques de séquençage de nouvelle génération. Donc tout ça pour dire que globalement, les anomalies moléculaires retrouvées dans les sarcomes, elles ont suivi l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, avec le séquençage nouvelle génération, on pense qu'on a à peu près fait le tour des anomalies génétiques qu'on peut trouver dans les sarcomes. Je pense qu'hormis des trucs qui vont peut-être toucher 3 patients dans le monde et qui n'ont peut-être pas forcément du coup beaucoup d'intérêt pour nous en tant que cliniciens, on a à peu près, je pense, caractérisé sur le plan moléculaire la plupart des sarcomes. Et donc maintenant, c'est d'autres questions qui vont probablement vraiment se poser dans les années à venir, qui vont être plus des questions à l'échelle de la cellule unique, par exemple. On a des nouvelles approches de séquençage qui permettent de séquencer cellule par cellule et non plus une tumeur dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a une hétérogénéité dans les anomalies moléculaires en fonction des cellules, etc. Donc, il est très probable que la biologie moléculaire va continuer d'apporter quelque chose dans le diagnostic des sarcomes, mais à une autre échelle, et que finalement, c'est l'évolution des technologies qui va un peu guider les découvertes. Alors, pour vous montrer un petit peu ce que l'intérêt de la biologie moléculaire, c'est globalement, c'est de rechercher des anomalies moléculaires, comme leur nom l'indique. Et en fait, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a énormément de techniques qui sont disponibles et que nous, en tant que cliniciens, on n'est pas forcément au courant de l'ensemble de ces techniques, vraiment de leur spécificité, à quel type de matériel elles vont être adaptées pour rechercher quel type d'anomalie. Donc c'est pour ça que là, il y a vraiment un dialogue hyper important entre les pathologistes qui vont être vraiment les référents pour finalement poser le diagnostic, pour ensuite, en fonction des hypothèses morphologiques, en fonction du contexte clinique, comme ça a été très bien dit, pouvoir demander les bons examens, pouvoir orienter un petit peu le type d'analyse qu'on fait. Et ensuite, le dialogue avec les biologistes moléculaires va permettre d'affiner éventuellement le diagnostic dans certaines situations. Mais l'idée, c'est vraiment une approche intégrée, et ça a été très bien dit sur le fait que la biomol tout seul ne sert à rien, mais que c'est vraiment l'intégration dans un contexte. Alors, on a un peu la même vision des choses avec Sophie. Donc, globalement, il y a trois grands impacts de la biomol, et j'irai assez vite sur le premier qui a été vraiment très bien détaillé. Donc, l'impact diagnostique de la biologie moléculaire, comme l'a dit Sophie, on dit globalement qu'il y a 2 grands types de sarcomes, les sarcomes à génétique simple et les sarcomes à génétique complexe. C'est une vision qui est un petit peu, je dirais, aujourd'hui remise en question. C'était très vrai quand on regardait les karyotypes. Enfin, globalement, on n'est pas cytogénéticien, mais on voit bien que là, globalement, le karyotype, il est relativement normal. Là, il est complètement anormal. Aujourd'hui, avec les techniques de séquençage nouvelle génération, on se rend compte qu'en fait, il y a des tumeurs qui ont une translocation. Donc, on pourrait penser qu'elles sont à génétique simple, mais qui ont aussi un génome très réarrangé. Et donc, finalement, il y a des formes un peu frontières entre les deux. Donc c'est plus compliqué que ça. Et cette classification génétique simple, génétique complexe, je pense qu'elle va devenir complètement galvaudée dans les années à venir, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir si c'est génétique simple ou génétique complexe, c'est est-ce qu'il y a une anomalie qui aide au diagnostic, ou est-ce qu'on est dans une maladie qui n'a pas d'anomalie moléculaire particulière. Donc ça a été dit tout à l'heure, les sarcomes à génétique simple. Donc vous avez ici la représentation d'un profil de copy number. Donc c'est juste pour vous montrer, si vous n'avez pas l'habitude de ce type de représentation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une CGH. Donc une CGH, c'est une puce d'hybridation génomique. Donc pour faire simple, en fait, on va mettre des sondes fluorescentes qui vont mapper sur l'ADN, et ça va permettre de quantifier le nombre de copies de chaque chromosome le long du génome. Et donc vous avez chaque chromosome qui est aligné ici. Donc ici, c'est le chromosome 1, et ici, c'est le chromosome XY qui sont là. Et puis, vous avez finalement le profil génétique qui est ici. Et quand il y a un nombre de copies normales qui est de 2, donc le profil est centré. C'est ce qu'on voit ici. Donc, il y a rouge, c'est quand il y a plus que 2 copies, et vert, c'est quand il y a moins de 2 copies. Donc, quand on est centré ici, on est à 2 copies, on a un nombre normal.
Et ici, vous voyez qu'ici, c'est vert, on n'a pas le rouge au-dessus, donc là, il y a une perte d'une partie de ce chromosome. Voilà, et ici aussi, il y a une petite perte qui est là, mais autrement, ce profil, il est extrêmement simple. D'accord ? Et donc ça, c'est un sarcome à génétique simple, on peut dire qu'il y a peu de réarrangement. Et c'est très souvent des sarcomes qui vont être associés à une anomalie qu'on appelle oncogénique, c'est-à-dire une anomalie moléculaire qui va être dans toutes les cellules tumorales et qui va être directement impliquée dans la transformation des cellules tumorales. Donc typiquement, c'est les mutations, comme la mutation KIT, et ça peut être également aussi les gènes de fusion, qui vont être vraiment des événements oncogéniques, des événements simples, et qui vont suffire en fait en soi à développer, à lancer la prolifération tumorale. Alors, ce qu'on peut dire sur ces sarcomes génétiques simples, c'est que, bon, ça a été dit, il y a trois grands types d'anomalies moléculaires, les translocations, les mutations, les amplifications. Je ne reviens pas là-dessus, ça a déjà été dit. Dans tous les cas, pour les sarcomes à translocation, il faut savoir que c'est très souvent associé à la morphologie. Morphologiquement, c'est très souvent associé à cette entité qu'a décrit Sophie, qui sont les sarcomes à petites cellules rondes. Dans plus de 90% des cas, on va retrouver une translocation. Et en fait, cette translocation va conduire à la fusion de deux gènes qui normalement sont sur deux chromosomes distincts. Donc ça fait ce qu'on appelle un oncogène de fusion. Cet oncogène de fusion, il va être très spécifique d'un sous-type tumoral et il va en fait, par différents mécanismes biologiques, conduire à la prolifération cellulaire. Typiquement, c'est un promoteur sur un premier gène qui va conduire à être fusionné au domaine de liaison à l'ADN d'un facteur de transcription. Et du coup, le facteur de transcription, qui normalement a une régulation très particulière, là, il va se retrouver à être exprimé hyper fort dans les cellules et se mettre à réguler n'importe comment l'expression des gènes. Ça, c'est typiquement le sarcome des Ewing par exemple les translocations PAX3, PAX7, FOXO qu'on retrouve dans les rhabdomyosarcomes alvéolaires. Deuxième grand type, c'est la lésion d'un promoteur, un facteur de croissance. Alors là, l'exemple typique, c'est les dermatofibrosarcomes de Darrier-Ferrand. Vous avez une fusion d'un gène qui code pour du collagène, donc en fait en soi c'est exprimé très fortement, col1A1, à PDGF-bêta, qui est un facteur de croissance qui va pouvoir se lier à un récepteur. Du coup, ça va activer de façon constitutionnelle le récepteur et conduire à la prolifération cellulaire. Et puis le dernier mécanisme, c'est un promoteur qui va se lier carrément au domaine kinase d'un récepteur. Et donc là, l'exemple typique, c'est les fusions NTRK, les sarcomes à fusion NTRK. Et ça, c'est vraiment, ça va être d'intérêt thérapeutique parce qu'on a des médicaments qui vont pouvoir cibler ces récepteurs à tyrosine kinase. Alors que par ailleurs, les facteurs de transcription, aujourd'hui, on ne sait pas les cibler. Hein, c'est un vrai problème. Si on avait des médicaments pour cibler les facteurs de transcription, on pourrait dire qu'on soigne très bien les sarcomes à translocation, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour tous. Donc, on a tous ces mêmes tableaux. Donc, les techniques pour diagnostiquer les gènes de fusion, je vais aller vite, ça a été présenté tout à l'heure. Donc, la fiche représente vraiment une technique majeure. Elle a l'avantage de pouvoir être faite sur les biopsies ou sur les pièces opératoires, peu importe. Et c'est fait directement par les anapathes, donc c'est rapide. Pas besoin d'envoyer des prélèvements aux biologistes moléculaires ou des choses comme ça. Et donc, il y a différentes techniques de fiches qui permettent de voir soit la fission d'un gène. Donc, on va aller marquer un gène, deux zones d'un gène avec une sonde verte, une sonde rouge. Normalement, le gène, il est unique, hein, donc on doit avoir un point unique. Le vert et le rouge est collé. Et puis, s'il y a une cassure dans le gène, on va se retrouver avec trois points. Donc, ça, c'est c'est les sondes de fission. Et puis, il y a des sondes de fusion, ou à l'inverse, c'est ce qui a été montré tout à l'heure. Donc, il y a chaque gène qui, normalement, est séparé, qui est marqué par une sonde. Et puis, s'il y a une fusion, c'est-à-dire que si les deux gènes sont collés l'un à l'autre, au lieu d'avoir un point rouge et un point vert, on va se mettre à avoir un point jaune. Ça, c'est... voilà. Donc, juste pour vous montrer un petit peu, il y a eu des exemples tout à l'heure. Donc, ça, c'est une translocation EWS. Et puis ici, donc les réarrangements CIT-SSX dans les synovialosarcomes. Au cours des dernières décennies, la biologie moléculaire a permis de préciser de façon un petit peu plus fine le type de gène de fusion. Et donc la technique qui a été le plus développée jusqu'à récemment, c'était vraiment la RT-PCR.
Donc ça reste aujourd'hui théoriquement la technique de référence pour diagnostiquer les gènes de fusion dans les sarcomes. Donc globalement, il faut extraire l'ARN, donc ça nécessite le plus souvent d'avoir du tissu congelé. Maintenant, on peut quand même faire de la RT-PCR sur de la paraffine, mais la technique, elle est quand même moins adaptée. Donc c'est essentiellement sur du tissu congelé. Et le problème de la RT-PCR, c'est qu'on va essayer d'aller détecter des séquences de gènes de fusion qu'on connaît. Donc on prend des primers, donc des amorces qui vont être spécifiques de certains gènes, et on ne va pas pouvoir aller chercher tous les gènes de fusion. On va par exemple se dire, bon, c'est un sarcome à cellules rondes, mes hypothèses, c'est soit un Ewing, soit un synovial-sarcome, soit un rhabdomyosarcome, je vais prendre les 3 couples d'amorces qui correspondent à ça, et puis je vais tester. Si c'est négatif, il faut recommencer pour aller en chercher d'autres. Donc c'est pas une technique, c'est une technique qui est biaisée, on va chercher quelque chose qu'on cherche, voilà, mais c'est une technique qui est efficace, qui est très spécifique et qui marche bien. Ce qui a changé les choses, ça a été donc l'avènement du séquençage nouvelle génération. Donc je dirais que maintenant, dans la plupart des centres qui font de la biologie moléculaire, aujourd'hui, la RT-PCR a été remplacée par le séquençage de l'ARN entier, donc le RNA sec. Alors ça peut être fait sur de la paraffine ou sur de la congélation, donc ça c'est vraiment l'intérêt. La paraffine, ça marche très très bien pour les gènes de fusion, c'est un petit peu moins précis pour tout ce qui va être les signatures d'expression qu'on peut aussi avoir grâce au RNA sec, mais globalement ça marche quand même très bien, donc c'est assez accessible sur tout type de matériel. Et l'idée en fait c'est que, je ne vais pas rentrer dans les détails du séquençage, mais globalement, on va extraire l'ensemble des ARN messagers qui sont dans les cellules tumorales. Donc là, on n'est plus biaisé, on prend tous les ARN et on va aller séquencer avec des techniques de séquençage au débit. Puis ensuite, il y a toute une phase d'analyse bioinformatique qui va permettre de reconstitutionner un petit peu les gènes exprimés. Et donc, ce RNA sec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a conduit vraiment à la détection, l'évolution exponentielle du nombre de gènes de fusion retrouvés dans les sarcomes. Ça, c'était 2020, mais aujourd'hui, 2022, je pense qu'il y a encore plus de gènes de fusion décrits. Juste pour expliquer, ça, c'est ce qu'on appelle un circosplot. Donc un circosplot, chaque chromosome, il est 7 fois le long de ce rond. Et puis vous avez un trait à chaque fois qu'il y a une fusion qui relie 2 gènes sur 2 chromosomes différents. Donc à chaque fois que vous avez un trait, c'est une nouvelle fusion qui a été décrite. Voilà, c'est une façon de représenter les choses. Le RNA-seq, en plus de la recherche de gènes de fusion, il a un intérêt, c'est qu'il permet de regarder ce qu'on appelle le profil d'expression, donc de faire ce qu'on appelle des techniques de clustering. Donc en fait, vu qu'on a accès à tous les gènes exprimés, on va pouvoir regarder s'il y a des signatures particulières, quels sont les gènes exprimés dans les sarcomes. Et donc nous, on avait en 2012-2015 fait tout un travail sur des sarcomes inclassés, où on avait analysé ces tumeurs avec du RNA-seq, et on avait pu montrer qu'en fait, on arrivait à regrouper ces tumeurs en fonction de leur profil d'expression. Donc le RNA-seq, il nous donne aussi une information qui est à la fois qualitative sur la recherche d'un gène de fusion, mais qui est aussi quantitative en termes d'intensité des gènes exprimés, et ça nous permet de regrouper des maladies en fonction des gènes qui sont exprimés, et d'identifier finalement des familles de tumeurs qui vont avoir soit des fusions, soit des profils d'expression extrêmement proches. Alors quelques exemples en pratique, donc ça typiquement c'est un exemple l'exemple des rhabdomyosarcomes. Donc si sur le plan anapathe, voilà, il y a une tumeur plutôt à cellules fusiformes qui va exprimer des marqueurs musculaires, aujourd'hui les chirurgiens, les oncologues, les radiothérapeutes ne se satisfaisent pas d'une classification rhabdomyosarcome. On veut savoir un petit peu plus, est-ce que c'est un rhabdomyosarcome embryonnaire, est-ce que c'est un rhabdomyosarcome alvéolaire? Donc ça, c'est des définitions anapathes, mais finalement, est-ce qu'ils sont associés à des anomalies moléculaires particulières qui vont pouvoir guider un petit peu le traitement? Donc on fait facilement du RNA-seq sur un diagnostic de rhabdomyosarcome. Donc ça, c'est un exemple d'une fusion PAX3-FOXO en RNA-seq. Donc on la détecte très bien grâce au RNA-seq. Si on regarde le profil d'expression, la tumeur, elle clusterise parfaitement avec les rhabdomyosarcomes, ici alvéolaires. On est capable de regarder aussi, grâce à le RNA-seq, l'expression de certains marqueurs. Donc par exemple, ici, typiquement, on ne voit rien du tout sur mon truc, je suis désolée, mais ça exprime fortement la myogénine et MyoD1, qui sont des marqueurs qui sont classiquement exprimés en immunohistochimie. Donc on peut corréler les données du transcriptome avec l'immunohistochimie. Et inversement, des fois, on trouve, comme l'a dit Sophie, l'expression de certains gènes qui peuvent ensuite être donnés aux anapathes pour pouvoir développer des marqueurs en immunohistochimie. Et puis, l'intérêt dans les rhabdomyosarcomes, c'est que le RNA-seq, ça nous permet aussi de regarder les gènes exprimés. Et
potentiellement de voir des mutations. Et donc ça, c'est typiquement un rhabdomyosarcome embryonnaire avec une mutation FGFR4, un rhabdomyosarcome à cellules fusiformes avec sclérosing à cellules fusiformes avec une mutation MYOD1. Donc ça peut nous aider aussi dans le sous-typage moléculaire de ces tumeurs. Donc l'intérêt du RNA-seq à la fois pour les fusions, les mutations, le profil d'expression. Je vais passer. Quelques exemples aussi sur l'intérêt du RNA-seq dans les cas où on ne sait pas trop ce qu'on a sous la main. Donc là, typiquement, c'était un patient de 64 ans, une énorme tumeur rétropéritonéale que vous voyez là, adressée pour suspicion de sarcome, suspicion de sarcome rétropéritonéal. À la biopsie, un aspect de prolifération à petites cellules rondes, une tumeur extrêmement proliférative, vous voyez le KI67 qui était à plus de 90%. Et puis sur le plan immunohistochimie, finalement l'expression d'aucun marqueur vraiment spécifique, pas d'orientation, et donc une suspicion de sarcome à petites cellules rondes. Donc on se dit il faut rechercher une translocation, donc on demande un RNA-seq, et au RNA-seq finalement une fusion très particulière, IGH-NSD2, qu'on n'a pas l'habitude de voir nous en tant que sarcomatologue, mais qui est une fusion vraiment pathognomonique des lymphomes. Donc vraiment, des fois on trouve des trucs un petit peu surprenants. On a des suspicions de sarcome, tout n'est pas un sarcome, mais l'idée c'est vraiment d'intégrer les données ensemble. Ce patient-là, on était persuadé que c'était un sarcome, finalement c'est pas un sarcome. Inversement, des fois on pense pas du tout à un sarcome et on va retrouver quelque chose qui va plutôt nous orienter vers un sarcome. Donc c'est vraiment l'intégration des données cliniques, ANAPAT et biomol. Et ici, la preuve de ce diagnostic, ensuite confirmé sur le plan ANAPAT. Alors là, j'y connais rien du tout avec ces marqueurs, mais avec l'expression de marqueurs associés vraiment à ce sous-type de lymphome extrêmement particulier. Je passe rapidement sur les gistes. Il y aura des topos particuliers, je crois, cet après-midi. Donc, je n'en parle pas pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Tout petit mot sur les liposarcomes. Donc, les liposarcomes, c'est pour donner l'exemple du rôle des amplifications dans l'intérêt de la biologie moléculaire pour détecter les amplifications. Donc les liposarcomes, c'est les sous-types de sarcomes des tissus mous les plus fréquents. Il y a globalement 4 grands types histologiques. Il y en a d'autres maintenant qui sont décrits dans les nouvelles classifications MS, mais les plus fréquents sont ici. Les liposarcomes bien diffs, les dédifs, les myxoïdes et les pléomorphes qui ont tous des caractéristiques ANAPAT particulières. Mais ce qui a été vraiment important, ça a été la facilité de finalement splitter ces différents sous-types aussi en intégrant la biologie moléculaire dans leur classification. Et donc ce qu'on sait maintenant, c'est que les liposarcomes bien diffs et les diffs sont caractérisés par cette amplification du chromosome 12q qui comporte quasiment dans 100% des cas MDM2 et dans 90% c'est des K4 qui sont vraiment juste à côté sur le même chromosome, alors que les liposarcomes myxoïdes vont être associés au spectre des sarcomes à translocation, donc vraiment c'est les fusions first shop qu'on retrouve dans ces tumeurs, alors que les liposarcomes pléomorphes sont des tumeurs à karyotype complexe pour lesquelles la biologie moléculaire n'aide franchement pas au diagnostic, hormis pour le fait qu'on ne trouve rien, ce qui va aider au diagnostic. Alors, ça a été dit tout à l'heure, la distinction entre un lipome et une tumeur adipeuse atypique ou un liposarcome bien différencié, ça peut être extrêmement compliqué, à la fois d'un point de vue clinique, donc ça on pourrait se dire mais c'est énorme, c'est forcément un sarcome, non, ça c'est un lipome. Donc c'est extrêmement compliqué sur le plan clinique, sur le plan ANAPAT, il peut y avoir un aspect de tumeur bien différenciée adipocytaire pour lequel il n'y a pas de critères qui permettent sur le plan anatomopathologique de différencier la tumeur bénigne de la tumeur maligne et du coup de guider le traitement. Et donc c'est vraiment la mise en évidence en biologie moléculaire de l'amplification du 12q qui va nous aider à poser le diagnostic de ces tumeurs et à faire la distinction entre la tumeur bénigne et la tumeur maligne. Donc juste pour expliquer MDM2, ça c'est le profil de CGH-arrêt d'un liposarcome bien différencié. Vous voyez que c'est un profil qui est plat, comme tout à l'heure, et c'est vraiment un profil génétique. Donc là, pareil, chaque chromosome est aligné comme ça. C'est une représentation un peu ancienne, mais voilà. Et vous voyez que tout le profil est plat en dehors de ce pic ici. Donc ici, ça veut dire qu'il y a un gain extrêmement important, très focal. Vous voyez que ce n'est pas tout le chromosome qui est gagné, le chromosome 12, il est là.
On est vraiment sur un gain extrêmement focal, à plus de 20 copies ici, de cet amplicon, donc là qui est localisé sur le chromosome 12q et qui comprend dans quasiment 100% des cas, comme je l'ai dit, MDM2. MDM2, c'est une protéine qui normalement interagit avec P53, donc P53 vous connaissez tous, c'est un gène suppresseur de tumeur. MDM2, normalement son rôle c'est de se lier à P53, et une fois qu'il est lié à P53, ça va taguer P53 avec des petits résidus ici qu'on appelle des résidus d'ubiquitine. Donc en fait c'est un processus qu'on appelle d'ubiquitination, qui est un message pour la cellule pour dire il faut aller jeter cette protéine à la poubelle. Donc globalement c'est un signal de dégradation. Donc quand MDM2 fonctionne, il se lie à P53, ça dégrade P53. Donc vous imaginez qu'en fait s'il y a plein de MDM2, tout P53 va être complètement inhibé, et donc c'est en fait un peu l'équivalent d'une perte de P53, donc de la perte d'un gène suppresseur de tumeur. Aujourd'hui, on sait que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a eu des travaux, en particulier au sein du groupe Sarcome français, l'équipe de Laetitia Linares à l'ICM, qui a montré que le mécanisme en fait, de MDM2 dans les liposarcomes, il passe pas forcément par cette voie-là, ce qui pourrait expliquer que les inhibiteurs de MDM2 ne marchent pas très bien en clinique, mais on est encore dans le domaine de la recherche. Toujours est-il que ça reste la méthode diagnostique de référence, c'est la fiche, donc ça a été montré tout à l'heure. On peut voir aussi du coup ces amplicons en CGH array, en whole exome sequencing, mais honnêtement la fiche c'est beaucoup plus simple, ça va plus rapidement, et voilà. Il arrive qu'on fasse de la CGH quand sur des tumeurs graisseuses, on n'a pas beaucoup de cellules, on a un doute un petit peu sur la fiche, ça nous arrive de demander une CGH array, mais honnêtement la fiche est vraiment la technique de référence. Tout ça, ça a conduit à se dire MDM2, c'est vraiment spécifique des liposarcomes. Si on développe des médicaments anti-MDM2, c'est sûr, on va guérir cette maladie. Il y a eu des dizaines d'inhibiteurs de MDM2 qui ont été testés. Les taux de réponse, ils sont de l'ordre de 1 à 5%. Donc ça ne marche pas, en tout cas en monothérapie. En tout cas, les inhibiteurs de MDM2 actuels, qui sont vraiment basés sur l'inhibition de l'interaction entre MDM2 et P53. Et je pense que les travaux de l'équipe de Laetitia Linares qui montrent que MDM2 joue probablement un autre rôle dans les liposarcomes sont à l'origine vraiment du fait que ces inhibiteurs ne marchent pas. Donc il faut absolument qu'on ait des nouveaux inhibiteurs qui plutôt vont favoriser la dégradation de MDM2 plutôt que cibler cette interaction avec P53. Bref. Donc pour les sarcomas génétiques simples, une anomalie moléculaire princeps isolée, un intérêt diagnostique thérapeutique. Je terminerai avec les sarcomes à génétique complexe. Donc les sarcomes à génétique complexe, voilà, c'est ce type de profil. Vous voyez qu'il y a des cassures partout, il y a des réarrangements partout, énormément d'anomalies de copy number essentiellement. Donc ça va être pas beaucoup de mutations finalement, mais beaucoup d'anomalies de copy number, et puis beaucoup d'inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs. En tout cas, pas d'anomalies spécifiques, pas d'anomalies qui permettent au diagnostic, comme dans les sarcomas génétiques simples. Donc ces sarcomas génétiques complexes, ils sont diagnostiqués sur le plan anapath et purement pathologique. Je vais passer ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Un mot sur la signature SynSarc qui a été évoquée tout à l'heure. La signature SynSarc, c'est une signature, donc on va regarder un ensemble de gènes, c'est une signature d'une soixantaine de gènes, si je me souviens bien, qui sont des gènes impliqués essentiellement dans le contrôle de la division cellulaire, donc la mitose, et la séparation des chromosomes. Et en fait, cette signature donc, a été mise au point par l'équipe de Frédéric Chibon. On a montré que finalement, cette signature reflétait ce qu'on appelle la complexité génétique. Je vous ai montré tout à l'heure ces sarcomes, ils sont à génétique complexe, ils ont plein de cassures. Et la quantification de cette complexité génétique, elle peut être faite grâce à cette signature. Si on regarde certains gènes, ça reflète, pour faire simple, le nombre de cassures qu'il y a dans ces tumeurs. Et ce qui a été montré, donc comme l'a dit Sophie, c'est que globalement, cette signature SynSarc, elle vous permet de stratifier les patients en deux groupes, des patients qui vont être à haut risque et des patients qui vont plutôt être à bas risque. Initialement, cette signature, elle était faite sur des puces affimétriques, il fallait de la congélation, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est étendu à d'autres techniques. Donc on est sur de l'ARN toujours, mais on est étendu à d'autres techniques. On va pouvoir le faire sur paraffine grâce à des approches de nanostring ou même de RNA sec sur paraffine. Et tout ça est en cours. L'intérêt
je dirais, thérapeutique de tout ça est en cours vraiment d'évaluation dans le cadre d'un essai clinique qui a été designé donc au sein du groupe Sarcome français et qui est piloté à Toulouse et qui globalement évalue l'intérêt de la signature 6-SARC pour guider le traitement néoadjuvant dans les sarcomes. Et donc globalement l'idée c'est de prendre les patients qui ont un sarcome des membres localisés, on leur fait SYNSARC et s'ils sont SYNSARC haut risque, on les randomise entre chimiothérapie néoadjuvante versus prise en charge standard. Donc ça c'est un essai qui est en cours et dont on aura, je l'espère, les résultats dans quelques années. Je finis sur deux courts exemples un peu plus pratico-pratiques de l'intérêt de la biologie moléculaire à viser cette fois plus de stratégie thérapeutique. On a beaucoup parlé de diagnostic. L'idée, c'est vraiment de voir comment, au fur et à mesure, et ça se fait vraiment au quotidien, on intègre ça dans la prise en charge thérapeutique. Je crois qu'il y a un cours qui est dédié aux tumeurs musculaires lisses utérines, donc je ne rentrerai pas dans les grands détails, mais globalement, ce que vous savez, c'est que le diagnostic sur ces tumeurs utérines musculaires lisses entre le léiomyome et le léiomyosarcome, en fait, il suit un espèce de spectre, un spectre de malignité où il y a finalement des tumeurs qui vont avoir un aspect plutôt bénin, qui vont être diagnostiquées sur le plan anapathe comme des tumeurs bénignes de l'utérus, donc des léiomyomes, où globalement sur le plan anapathe, il n'y aura pas de mitose, pas d'atypie par nécrose, alors qu'à l'inverse, les léiomyosarcomes vont être diagnostiqués sur des critères d'agressivité, de mitose, d'atypie, de nécrose. Et puis il y a cette entité un petit peu, jusqu'à il y a quelques années, cette entité un petit peu frontière qu'on appelait les Stump, donc c'est les tumeurs musculaires lisses de potentiel de malignité incertain, qui étaient finalement des tumeurs qui, sur le plan anapathe, il n'y avait pas de nécrose, mais peut-être un peu de mitose, peut-être un peu d'atypie, et donc finalement on est un peu entre les deux et on ne sait pas trop est-ce que ces tumeurs sont des tumeurs agressives qui nécessitent d'être opérées comme des sarcomes et qui nécessitent d'être suivies comme des sarcomes, est-ce qu'elles sont à risque de récidive après une chirurgie, est-ce qu'il faut les suivre ou bien est-ce qu'au contraire c'est plutôt des tumeurs bénignes. Et donc, tout le travail qui a été fait, ça a été vraiment le travail de Sabrina Croce essentiellement, qui montrait que dans ces tumeurs, la biologie moléculaire pouvait énormément nous aider pour ces diagnostics de Stump. On n'arrivait pas à savoir si c'était bénin ou malin, en établissant ce qu'on appelle des index génomiques. Donc les index génomiques, c'est une quantification, là encore, de la complexité génétique. Donc plus il y a d'anomalies, de cassures, plus de réarrangements, plus l'index génomique va être élevé. Donc il y a des techniques essentiellement de CGH initialement qui ont été mises en point pour quantifier ça. Et on a identifié, donc c'était une étude où il y avait 77 patients avec des Stump, où on a fait donc un index génomique dessus. Et ce qui a été montré, c'est que les patients qui avaient un index génomique extrêmement bas ne récidivaient jamais, alors que les patientes qui avaient un index génomique élevé récidivaient toujours. Et donc finalement, il y a eu un seuil d'index génomique qui a été dit au-dessus de 10, c'est plutôt malin, en dessous de 10, c'est bénin. Et donc ça a permis finalement de revisiter un peu ce diagnostic de Stump. Donc juste pour vous montrer cette espèce de continuum de complexité génomique. Donc ici, vous avez des profils de léiomyome, où vous voyez que le profil il est complètement plat, il n'y a pas de cassure. Tout en bas, vous avez des léiomyosarcomes. Donc là, on est vraiment dans des maladies qui sont extrêmement réarrangées. Et puis, finalement, ici, un diagnostic de Stump que nous, on a reclassé en léiomyome sur la base de l'index génomique. Et puis ici, à l'inverse, une tumeur qui était un léiomyome, mais avec un index mitotique élevé. Donc, on était un petit peu embêtés. Là, vraiment un profil génétique plutôt rassurant ici. Alors, à l'inverse de ces profils génétiques où là, clairement, on est sur de la tumeur maligne. Et donc tout ça a conduit un petit peu à la suite, c'est est-ce qu'on peut se baser sur ces données d'index génomique pour guider la prise en charge thérapeutique des patientes. Il y a une vraie problématique chez les patientes jeunes, tumeurs musculaires lisses, un diagnostic sur l'IRM qui n'est pas toujours simple de dire est-ce un myome bénin, est-ce un sarcome. On sait que finalement faire une hystérectomie sur une tumeur qui va être une tumeur bénigne, c'est très cher payé, en particulier chez les femmes jeunes. À l'inverse, opérer de façon fragmentaire par myomectomie, quelque chose qui va être un sarcome sur une pièce opératoire, ça va être compliqué. Et donc ça a été ce travail qui a été piloté par Sylvie, vraiment en collaboration avec les radiologues, les anapathes et les biologistes moléculaires de Curie, où finalement on a étendu cette indication d'index génomique associée à la morphologie sur des biopsies utérines préopératoires pour guider la chirurgie.
Et globalement, je vais passer vite, mais ça marche très bien. Et on fait mieux qu'avec uniquement l'IRM ou avec uniquement la microscopie. Deuxième grand exemple, et je terminerai là-dessus, on a parlé tout à l'heure des sarcomes associés à une instabilité des microsatellites. Pourquoi c'est important d'identifier ces patients? Parce que l'instabilité des microsatellites, vous le savez probablement, c'est un marqueur prédictif énorme de réponse à l'immunothérapie. Donc ça, c'était le premier, je dirais, premier gros essai. Il y avait déjà eu un premier essai publié dans Science en 2017, où sur une petite cohorte de patients, toute tumeur MSI, traitée par pembrolizumab, avec des taux de réponse qui étaient de l'ordre de 30 à 40%, alors c'était malade archi-réfractaire à toutes les lignes de chimiothérapie, qui avait conduit d'ailleurs à la première AMM d'un médicament indépendamment de l'organe d'origine, mais première AMM basée sur un marqueur génétique, c'est le pembrolizumab suite à cette étude-là. Ça, c'est la grosse étude Keynote 158, donc, qui a été publiée dans le JCO en 2020, updatée dans Annals cette année, où il y a globalement 233 patients, tous métastatiques en échec de chimiothérapie, tous inclus sur la base d'un phénotype MSI+, traités par pembrolizumab en monothérapie, 27 histologies, 9 patients avec des sarcomes, très très mal décrits. Honnêtement, chercher dans toutes les données, on ne sait pas du tout ce que c'est comme sarcome, pas de relecture, donc bon, on ne sait pas. Toujours est-il que le waterfall plot, il est assez impressionnant et donc suffisamment pour nous dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on pense à traiter nos patients sarcomes avec de l'immunothérapie, en particulier dans des situations où la chimiothérapie, on est en situation avancée et où la chimiothérapie, on sait qu'elle ne va pas très bien marcher. Donc juste pour vous donner un exemple, donc ça c'est un patient qui est en cours de prise en charge actuellement. Donc un homme de 47 ans, syndrome de Lynch avec une mutation constitutionnelle de MLH1, qui arrive chez nous après avoir vraiment eu une prise en charge diagnostique extrêmement longue, extrêmement compliquée d'une espèce de sarcome dont personne ne sait ce que c'est et personne ne sait comment le prendre en charge. Il arrive avec une énorme masse médiastinale. Il est extrêmement symptomatique, altération de l'état général, une métastase pancréatique ici, les deux lésions qui fixent vraiment fort au TEP et cette lésion donc médiastinale non opérable. Voilà, donc on fait biopsie à la fois sur la tumeur pancréatique et la tumeur médiastinale. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une prolifération cellulaire avec des cellules un petit peu épithélioïdes et puis qui expriment des marqueurs vasculaires. Et on a la perte d'expression de MLH1 et PMS2 en immunohistochimie. Donc on signe le phénotype DMMR, donc perte d'expression des protéines du système MMR. Donc c'est finalement une tumeur qui rentre dans le cadre de son syndrome de Lynch. On le traite par pembrolizumab et là vous voyez c'est un patient qui est toujours en cours de traitement. Mais après 2 cycles, on était passé de ça à ça. Le malade était redevenu PS0 et il a couru un triathlon la semaine dernière. Donc voilà, donc il faut y penser. Il y a peu de patients, mais il ne faut pas les louper. Ça marche très bien. Et j'espère qu'on arrivera un peu tous à uniformiser nos pratiques là-dessus. Parce que le cas de ce patient, je l'avais discuté sur la NAPAT, ça avait été classé PCOM malin. Et je l'avais discuté avec d'autres collègues du groupe Sarcome français qui m'avaient dit non, il faut absolument, il ne faut pas lui faire d'immunothérapie, il faut le traiter avec de l'éverolimus, avec un inhibiteur de mTOR, c'est un PCOM, c'est sûr, il faut faire ça. Je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de certains dogmes et qu'on pense un peu indépendamment de l'histologie. Mais ces patients-là, clairement, à mon avis, l'immunothérapie lui a plus rendu service que de l'éverolimus. Voilà, j'ai terminé, je suis désolée, ça a débordé un peu, mais j'ai essayé de faire le plus vite que je pouvais. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, juste les IHC des MMR, vous faites systématiquement? Non, alors en vrai, on ne le fait pas systématiquement pour tous les sarcomes. Enfin, je pense que Sophie pourrait répondre, non, on ne le fait pas du tout systématiquement pour tous les sarcomes. Je dirais qu'on va le faire dans des situations, moi je le demande assez facilement quand je suis en situation avancée et que je veux être sûre que je ne suis pas en train de passer à côté de quelque chose quand j'ai plus beaucoup d'options ou de choses comme ça. Après, il y a vraiment, quand on a des problèmes diagnostiques particuliers, et de plus en plus, en fait, c'est quand on va faire de la biomol sur du séquençage un peu systématique qu'on peut être amené à faire. Aujourd'hui, il y a quand même l'accès au séquençage dans le cadre des plateformes Sequoia et Oragen, où on est amené à séquencer de plus en plus de choses et des fois on va trouver un phénotype MSI ou quelque chose comme ça, et je pense qu'il faut vraiment qu'on intègre ces données-là. Mais par exemple, le dernier qu'on a eu, c'était une malade qui avait un syndrome de Lynch connu. Voilà. Et en l'occurrence, elle avait un énorme rhabdo de la main et non opérable en dehors d'une amputation malheureusement. Et là, on a commencé, là, tu as commencé. On vient de commencer. Voilà. Donc, si on veut lui éviter une amputation de la main,
Donc je pense que quand c'est le standard, c'est d'opérer et de faire de la radiothérapie, il faut rester dans les standards pour ces patients-là. Maintenant, en situation avancée, c'est sûr que c'est des approches qu'il faut... Quand est-ce qu'on cherche les mutations NTRK? Ah, les mutations NTRK. Alors, mais ça c'est très compliqué. Et je pense que Sophie pourrait probablement mieux répondre que moi sur les aspects ANAPAT qui sont extrêmement compliqués, associés aux recherches de mutations NTRK, qui sont, je pense, très hétérogènes. Il y a beaucoup de mutations NTRK alors, je ne sais pas si vous faites beaucoup d'IHC, PON, NTRK un peu en systématique. Non, c'est sur demande. Ouais. 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 Non, on ne le fait pas systématique. Ouais. 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 Ok. Et vous faites systématiquement la CVAC dans les tumeurs musculaires à lisse à Curie? Bah maintenant, ouais. Oui. Et dans les cas que vous avez montrés, il y avait des légumes assez bizarres. On t'entend pas. Dans les cas que vous avez montré, il y avait des légumes assez bizarres. Parce que c'est vrai que c'est une problématique qu'on a sur la étoffe de CGH dans ces lésions. Absolument. Mais si tu veux, on peut en reparler avec Gaëlle, qui a une série colossale. Je pense que ça peut être pas mal. Autre question? Et un quid des TLS? Alors, les TLS, donc c'est ce qu'on appelle les structures lymphoïdes tertiaires, donc qui sont, en fait, c'est un marqueur ANAPAT, qui correspond à l'association, en fait, ce qui correspond à des regroupements de cellules du système immunitaire, en particulier de lymphocytes B et de lymphocytes B et de plasmocytes particuliers, qui ont été montrés comme être potentiellement un facteur prédictif de réponse à l'immunothérapie au cours des dernières années, en particulier dans le cadre de l'essai Pain-Brossard avec la cohorte TLS qui a été publiée dans Nature Medicine l'année dernière, je crois. Alors, la recherche de TLS, nous, on l'a fait maintenant en systématique en ANAPAT. Je ne sais pas si vous la faites aussi en systématique. Il y a le problème de l'échantillonnage qui, je crois, est compliqué parce qu'en particulier, moi, pour avoir discuté, moi, je ne suis pas ANAPAT du tout, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais pour avoir discuté avec nos ANAPAT, en fait, c'est difficile sur une biopsie de répondre à 100% que c'est TLS plus ou TLS moins, parce qu'on sait qu'il peut y avoir une hétérogénéité au sein de la tumeur et que si la biopsie n'a pas tapé au bon endroit, on peut ne pas voir de TLS et voilà. Les TLS, pour prédire la réponse à l'immunothérapie, ça marche clairement mieux que de traiter tous les patients. Ce n'est pas non plus 100% de réponse. Clairement, dans les Pain-Brossard, on a des taux de contrôle de la maladie qui sont de l'ordre de 50%, mais le taux de réponse, il est plutôt de l'ordre de 30%. Puis il y a des patients qui échappent et des PFS qui sont de l'ordre de 4 mois. Donc, on avance dans la recherche d'identification de marqueurs prédictifs à l'immuno, mais clairement, pour moi, les TLS ne sont pas un marqueur aussi fort que le statut MSI, par exemple. Donc clairement, ça progresse, mais ce n'est pas le marqueur magique. Il y a des patients TLS+, qui ne répondent pas à l'immuno, et à l'inverse, il y en a des TLS neg qui répondent. Donc ça aide, mais ce n'est pas 100%. Et donc les TLS, ça peut être corrélé à des profils en biologie moléculaire un peu particuliers, en particulier sur le plan du RNA-seq, on est capable d'inférer la composition du micro-environnement grâce à des approches de transcriptomique. C'est un peu compliqué, mais globalement, on arrive à identifier les sarcomes un peu chauds sur les données de transcriptome aussi.